Ouragan, typhon, tsunami. Jamais le monde n'avait donné autant le sentiment d'être menacé par les éléments. Déchaîné, incontrôlable. Katrina, Sandy, Xynthia. Et en mars 2015, le cyclone Pam. Le Vanuatu est balayé par des vents d'une puissance extrême. 300 km/h. Des rafales qui ravagent tout. Je me suis dit, bon, ben, c'est maintenant la fin de ma vie. Ça fait 10 minutes que je me suis réfugiée dans ma salle de bain. J'ai peur que le toit s'arrache. Jamais les Vanuatais n'avaient été confrontés à un tel spectacle de désolation. Une grande partie de leurs îles est dévastée. J'ai vu les maisons, j'ai vu les réservoirs de 6 tonnes sans route. Heureusement, les habitants ont su se protéger. 11 morts. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais l'inquiétude est là. C'est plus et plus méchant. Les températures n'arrêtent pas d'augmenter. Ces cyclones de plus en plus destructeurs risquent-ils de se multiplier? Comment s'en protéger? Le Vanuatu, un Éden fragile constitué de plus de 80 îles perdues dans le Pacifique Sud. Ce pays de 300 000 habitants subit de plein fouet le réchauffement climatique. L'érosion y est grandissante. Le pays doit faire face aussi à la menace volcanique. Au cœur de cette nature hors norme, des hommes luttent pour protéger les habitants de l'archipel. Hilaire, un journaliste, va à d'île en île pour informer les populations. Vanuatu est un petit peu un véritable laboratoire ou même l'usine des catastrophes naturelles. David, en mission pour la Croix-Rouge, tente de trouver des solutions pour s'adapter aux aléas climatiques. Mais ça, c'est solide, ça? Notre travail, c'est de préparer les communautés à résister à ces phénomènes climatiques, à ces catastrophes naturelles, dont on a l'impression qu'elles sont de plus en plus fréquentes. Sylvain, un vulcanologue, intervient sur l'un des terrains les plus dangereux au monde pour préserver les populations. On va essayer de récupérer le plus d'échantillons possible. Toi, ça confirme qu'il y a eu une explosion il n'y a pas très longtemps. Ici se côtoient l'enfer et le paradis. Avec le cyclone Pam, ce territoire à l'autre bout du monde s'est rappelé à nous. Le Vanuatu est en danger. Voyage au cœur d'un paradis en sursis. Quelques semaines après le passage du cyclone, sur l'île principale du Vanuatu. On est un petit peu sur les hauteurs de Port Vila et toutes ces maisons en haut de la colline ont encore beaucoup plus souffert que toutes les autres. Et c'est toujours impressionnant de voir des maisons sans charpente, sans toit. Et on a quand même du mal à imaginer la force du vent, le bruit, la pluie, toutes ces tôles qui s'envolent. Quand on voit tous ces arbres arrachés, cassés en deux, il n'y a rien à faire. Se protéger, attendre, être patient. On ne peut rien faire contre la force de la nature. Là, j'ai un ami, pourtant la maison est récente et il a tout perdu. La charpente, le toit, le plafond, tout est parti. Leurs papiers, les meubles, tout est mouillé, trempé. Et ils ont fini la nuit dans la voiture. Dans ces conditions, on se dit, ben, tant pis pour le matériel, hein, on a la vie sauve, c'est le plus important.
tous ces dégâts. Tout le toit, les portes, les fenêtres, tout a été emporté. Les bâtiments scolaires ont particulièrement souffert. Une chaîne de solidarité s'est créée. Pascal, qui travaille dans le tourisme, a collecté des fonds. Il souhaite participer à la reconstruction du collège. Le plafond, maman mia. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de vie, tout est parti. Non, c'est pas avec 2-3 clous, il faut bien faire les choses sérieusement. Ici, un professeur a failli perdre la vie. Il est venu ici, mais comme le tôle est parti, il a voulu sortir. Donc en sortant, il a ouvert la porte et du coup le vent est passé en arrière, il a soufflé, puis il est tombé évanoui devant la porte. Il s'est évanoui. Il a eu un mauvais réflexe. Ici, on sait tous qu'il ne faut pas essayer de sortir et qu'il faut aller après, toujours dans les pièces les plus petites. Ça peut être un placard, des toilettes. Quelle nuit terrible. Hein? Ah bien sûr, on a vécu toute une nuit disons, de frustration, de peur, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Voilà, Pour Pascal et le frère Vincent, le coupable est tout désigné. On entend dans les nouvelles, partout dans le monde, que voilà, les changements climatiques partout, il y a des îles qui commencent à perdre la montée des eaux, etc. Donc voilà, c'est tout ça qui nous fait réfléchir, qui nous pose des questions, mais encore plus avec les cyclones qui arrivent. Et voilà, c'est tous ces changements-là qui nous font dire que voilà, il faut se préparer. Comment se préparer? À quoi faut-il s'attendre? Quel avenir pour le Vanuatu? Ici, les hommes ont appris à vivre avec les colères de la nature. Le cyclone a coupé l'accès d'une des cascades les plus renommées de la région. Pascal va bientôt couper des arbres qui bloquent le sentier. Un gros travail en perspective. Monsieur Jacobet, comment allez-vous? Ça va toujours. Hein? Vous avez survécu à votre 3e gros cyclone? Ouais. Hein? Oh, j'étais inquiet. Le moral est encore bon. Le moral, vous êtes trop fort. Hein? Puis je viens vous demander aussi une tronçonneuse pour que je puisse un peu nettoyer chez moi là-bas la cascade et puis après je vous la ramène. Hein? On vous attend, vous fermez le portail ou... C'est bon. Monsieur Jacobet, comment allez-vous? J'étais inquiet pour vous. Hein? Même, je sais que c'est votre 3e gros cyclone, mais j'étais inquiet. Waouh, les bagnans. Ouais. Ça, c'est des bagnans que vous aviez plantés? Ça, j'ai planté il y a 45 ans, celui-là. Là, il a 37. Celui-là aussi, j'ai planté tous les deux. C'était pour faire l'ombrage pour mon bétail venir boire. Ouais. Quel dégât. Joseph Jacobet est l'un des plus importants agriculteurs de l'île. Le cyclone a ravagé son exploitation d'arbres fruitiers, sous ses yeux. Mais vous êtes restés? C'est vrai qu'on était tous inquiets, mais moi je comprends très bien qu'on reste auprès des siens, quoi. Et c'est normal aussi qu'ils s'inquiètent pour vous. Hein. Tout le monde m'a dit non, le vieux il veut rester avec tout le monde là-haut, il ne veut pas abandonner. Je ne pouvais pas abandonner mes travaux. Moi je suis d'accord avec vous, bien sûr. Ouais, c'est dur des fois. Je n'arrive pas à dire tout ce que j'ai envie de dire, parce que ça ne sort pas. Le vent il soufflait plus fort qu'en 87 ou c'est différent? Comparé au mât avec celui-là il est plus fort. Il est plus fort qu'au mât. Ouais. Il y a un changement climatique, c'est sûr. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai pas subi des chaleurs aussi importantes que là. Mais malgré je faisais beaucoup de sport, mais je ne sentais pas quand même une chaleur comme ça. Et je vois avec mes arbres fruitiers, c'est pareil. On voit qu'il y a beaucoup qui crèvent parce qu'il n'y a pas assez d'eau peut-être. Et ça, c'est depuis une dizaine d'années, ça. Monsieur Jacobet, allez, merci beaucoup. Merci.
J'espère qu'à 85 ans, moi aussi je pourrais manier, tenir la tronçonneuse Gombo à bout de bras. Hein. Dans quelques jours, Pascal a prévu de commencer à dégager la route de la cascade, en espérant que les touristes, indispensables à la reconstruction du pays, reviendront plus vite. Le Vanuatu, un des paradis du Pacifique Sud. Longtemps resté inaccessible. Un rêve d'aventurier. Des îles paradisiaques, mais tout droit sorties des entrailles de la Terre. Ces côtes, ces reliefs ont été redessinés par un gigantesque cataclysme. C'était il y a 600 ans. Le Vanuatu est situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Le pays compte 9 volcans parmi les plus dangereux de la planète. Nous partons en direction de l'île de Tanna, à l'extrême sud de l'archipel. À bord, Sylvain Todman, un volcanologue. Il vit au Vanuatu depuis 12 ans. Sa mission aujourd'hui, remettre le volcan sous contrôle. Depuis le passage du cyclone, la station de surveillance ne fonctionne plus. Tanna a été l'île la plus touchée. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ce que je sais, voilà, c'est que la végétation a beaucoup souffert, que les villages ont beaucoup souffert. Ce qui m'inquiète un peu, c'est plutôt c'est de rencontrer les gens que je connais là-bas et puis les voir en difficulté en fait. C'est plutôt ça qui m'inquiète. Nous arrivons à Tanna. Vu du ciel, c'est un désastre. Salut Gaston. Salut. Ça va? Bon, ça va. Bon, comment ça s'est passé le cyclone ici alors? Ah ben, ici, c'était très dur. J'ai vu des réservoirs de 6 tonnes s'envoler. Ici là? Ouais. Il les a soulevés comme ça, chavérés, transportés à des kilomètres, Il y en a même des réservoirs qui sont en mer. Sylvain prend maintenant la direction du village de ses amis situé à côté du volcan. Bonjour. Bonjour, tu te souviens de moi? Je suis le volcanologue. Oui, je me souviens. Je suis venu il y a 3 mois voir le volcan et installer la station de surveillance. Le village est presque désert car les hommes sont partis travailler au champ. Sylvain est rassuré, tout le monde est sain et sauf. Et les maisons, elles n'ont pas résisté. Le cyclone a tout détruit, mais on a pu reconstruire un peu. Quand on regarde, tout est presque revenu comme avant. Mais elles étaient toutes par terre. Celle-là, et encore celle-là là-bas. Même la maison du père de Jordan là-bas? Oui aussi. Regarde là-bas, même les gros arbres sont tombés. Ah, tu vois ici, regarde le manguier, il a complètement été décapité. Le manguier, il faisait 3 fois cette taille-là en fait. Avant, il protégeait toute la zone. C'était une sorte de protection naturelle sur toutes ces habitations. Et là, il a été complètement décapité. De toute façon, on le voit bien, hein, là, il n'y a quasiment plus aucun arbre de plus de 10 mètres. Là-bas, c'est pareil. Non, je suis content qu'il y ait eu, en tout cas dans ce village, pas de blessés et pas de morts. Mais une autre menace pèse sur les habitants. Le volcan Yasur, là, à peine 1 kilomètre, en éruption permanente.
viennent à peine de reconstruire les maisons, ils sont en train de remettre les jardins en place. Et là, leur seule crainte, c'est qu'il y ait une augmentation de l'activité volcanique et qu'il y ait des gaz et des pluies acides et des chutes de cendres qui abîment les jardins qui viennent juste de repousser en fait. Donc ils nous ont demandé, en cas d'augmentation de l'éruption volcanique, de bien suivre l'activité et qu'on puisse anticiper les problèmes alimentaires. Allez, au revoir, à plus tard. Yo. La station de surveillance du volcan ne répond plus. A-t-elle été touchée elle aussi par le cyclone? Sylvain part en reconnaissance. Tout a été détruit là. Chiotte. Ah ouais, d'accord. Oh, on a tout perdu, hein. On a perdu les panneaux solaires, les caméras aussi. Tout a volé en fait. Donc, tout a volé. Donc la structure elle a tenu, c'est une structure en béton donc ça va pas s'envoler, mais par contre tout ce qui était à l'extérieur on l'a perdu. Bon, il faut garder le moral, mais c'est difficile. Là, on est obligé de tout reconstruire et c'est démoralisant. Le Vanuatu est l'une des zones les plus instables de la planète. Ici, comme nulle part au monde, les entrailles de la Terre ne bouillonnent autant. Ce qui est sûr, c'est que le Vanuatu est un pays très vulnérable. C'est ce qui a été noté et étudié l'année dernière sur un rapport des Nations Unies en disant le Vanuatu est le pays le plus vulnérable au monde parce qu'on est vulnérable à plein d'aléas naturels. On a une activité tectonique très importante, on a des mouvements verticaux très importants, c'est-à-dire que les îles s'enfoncent. On a une mer chaude dans les phénomènes El Niño, La Niña, donc on a une érosion côtière. Donc un changement climatique sera plus facilement impactant au Vanuatu, sachant qu'on est déjà un pays vulnérable. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il y a une équation globale. Il y a une équation globale où on a plein de problématiques au Vanuatu. Pour moi, le Vanuatu est un véritable laboratoire. C'est bon, là, la station est remise en marche. C'est primordial. Et puis surtout, c'est un lien avec l'île et l'activité du volcan, entre les communautés et le travail qu'on fait. Ok. Le volcan est désormais sous contrôle, 24 heures sur 24. Ici se dessine une frontière invisible où se confrontent deux énormes plaques tectoniques. Cet océan n'a de Pacifique que le nom. Le Vanuatu doit vivre aussi avec le risque de tsunami et de séisme. Cet homme enquête sur cette nature impétueuse. Un journaliste engagé, Hilaire Bullet. Au fil de ses reportages, Hilaire tisse la chronique de ces bouleversements environnementaux. Sa préoccupation aujourd'hui, ce sont les conséquences du cyclone Pam. La tempête a saccagé les sols. Hilaire craint une pénurie alimentaire. Il y a une tête de manioc. Du manioc, tu vois, c'est pourri.
Ça c'est cassé. Tu vois, c'est cassé. Les branches sont par terre comme ça, automatiquement les tubercules sont pourris. Et tu vois, ça c'est la boue. On dirait que c'est des morceaux de briques. Voilà. Ce jardin-là a été inondé par l'eau de la rivière. Ça c'était avant l'arrivée du cyclone Pam. Et après on s'est retrouvé avec ça. Les tubercules n'ont plus d'espace de respirer. Allô. Bonjour, ça va? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je récolte les ignames, sinon elles vont pourrir. L'igname, on récolte une fois par an. C'est pas comme de la patate douce ou du taraudot ou du manioc que tu peux récolter en plusieurs périodes. Mais l'igname, tu récoltes une fois seulement par an. Et l'igname, ça joue un rôle très important dans le coutume du Vanuatu. Et puis ça va comme c'est... Là, tu as cette couleur-là, ça veut dire que la tubercule commence à être pourrie. Je peux te demander ce que tu penses du cyclone? Moi, je pense que quand c'est la période des cyclones, il faut se préparer et stocker de la nourriture. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Là, il faut qu'on se remette au travail. On n'a plus beaucoup le choix. Il faut qu'on arrache les ignames pour sauver celles qui ne sont pas encore pourries. Sinon, elles vont contaminer le sol et après, on ne pourra plus rien planter ici. Mais ce sera long avant d'avoir une nouvelle récolte. C'est un jour, on va pouvoir arriver à faire des ignames, des tubercules qui vont survivre après le cyclone. Le monde est en train de vivre le changement climatique. Le seul problème, c'est que la plupart des habitants au Vanuatu ne savent pas c'est quoi le changement. Je crois qu'il faut mener une campagne de sensibilisation pour mieux expliquer qu'on est en train de faire face au changement climatique. Kilomètres à peine séparent ces jardins du marché de Port Vila. Le poumon de la ville n'est plus que l'ombre de lui-même. Avant le cyclone, il était ouvert 24 heures sur 24. Bonjour, tout cela, c'est à toi? Oui. Celle-là est différente. Il vaut mieux la faire cuire au feu de bois. Elles ne viennent pas d'ici, mais de l'île de Manicolo, non? Oui. Ici, il n'y en a pas. On n'a pas assez d'igname, on n'a pas assez de darodo, on n'a pas assez de manioc ou de patates douces. Et normalement, quand il y a pénurie de produits locaux, quels que soient des produits importés ou des produits locaux, normalement, le produit augmente. Et tu peux constater avec le prix actuellement qui est sur le marché. Par exemple, cet igname-là, et normalement, avant le cyclone, cet igname-là, tu peux l'acheter à 500 vatous. Maintenant, c'est 1500 vatous. Le prix a presque doublé. Plus rare, plus cher. En tout cas, au marché de Port Vila, l'igname devient le baromètre de ces bouleversements naturels. Le pays a pris la mesure de sa vulnérabilité. Pour preuve, le gouvernement s'est doté d'un ministère du changement climatique et des désastres naturels. Depuis le cyclone, cellule de crise à tous les étages. C'est là où travaille Sylvain, notre vulcanologue. Ce qui s'est passé, en fait, c'est lors de la création du cyclone Pam. Pendant une semaine ou deux, on a eu ici une zone d'eau très très chaude, de 30 à 32 degrés.
et 2 courants en opposition, des vents à 180 km/h, des vents à 120 km/h ici. Donc on avait les conditions parfaites pour la création d'un cyclone assez fort. Maintenant, savoir si ces conditions-là sont des conditions normales, qui arrivent avec une récurrence de 28 ans, ou alors une modification climatique, il faut maintenant l'étudier. Voici l'effrayante image satellite de Pam et de son parcours. Hypnotique nuage qui semble tout aspirer sur son passage. Le voilà, il est descendu tout droit comme ça. Waouh! Vous ne pouvez pas, pour créer et développer un tel monstre, avoir de meilleures conditions que ça. Tout le monde a peur quand on voit ça arriver sur soi. Des années auparavant, personne n'aurait pu imaginer un truc pareil, un cyclone aussi puissant. Même moi. Et on était là. On travaille pour le gouvernement, on devait assurer le service, on devait rester. Pas le choix. Vivre ou mourir pour le pays et pour le bien de la population. Le météorologue en est certain. Avec la hausse des températures, la zone Pacifique va vivre des moments de plus en plus difficiles. Je ne peux pas faire de véritable lien entre la hausse des températures et la fréquence des cyclones. Mais ce que nous montrent toutes nos recherches, c'est que nous devrions avoir moins de cyclones. En revanche, ils seront beaucoup plus violents. Dans un futur proche, on s'attend aussi à avoir des saisons humides, encore plus humides, et des saisons sèches, encore plus sèches. Le réchauffement climatique ne menace pas seulement la surface de la Terre. Il met aussi en péril les récifs coralliens. Des récifs qui sont dans l'ADN même du Vanuatu. La mer qui baigne l'archipel s'appelle la mer de Corail. Et c'est vers ce nouveau front que se dirige Hilaire Bullet, notre reporter. Alors, on va progresser lentement. Chaque homme se concentre sur un seul corridor. Et après, on remonte pour entrer les points GPS. Hilaire s'apprête à assister à une véritable guerre sous-marine, menée par un biologiste français, Pascal Durand. Ils partent traquer un prédateur qui dévore le corail, pour le laisser ainsi, blanc, mort. Ce prédateur, le voici, l'Acanthaster, une étoile de mer insatiable. Elle ne laisse aucune chance au corail. Il y a donc urgence. Pour analyser l'Acanthaster, notre biologiste doit capturer quelques spécimens. Chaque geste est millimétré, car en cas de stress, la bête peut libérer ses œufs. Jusqu'à 60 millions de larves. Voilà une Acanthaster. Ici sur Ahoré, on a mesuré des densités qui sont d'environ 8000 individus par hectare. C'est-à-dire que sur une ligne de 100 mètres, comme on vient de faire, on va en trouver 80. Donc c'est quelque chose de colossal. Une menace qui va faire bientôt la une du journal d'Hilaire. Cette soudaine prolifération, c'est au réchauffement climatique qu'on la doit. Dans une mer plus chaude, les larves grandissent plus vite. Leur taux de survie explose. 650. 650. Okay. Du coup, les coraux sont asphyxiés et la faune sous-marine qu'ils abritent dévastée. Elles ont tout pour effrayer. C'est presque extraterrestre en fait. On s'est même rendu compte que si on les coupe en deux, il y a presque 75% de chances qu'au moins une des deux parties se régénère. Donc oui, elles ont des capacités de régénération extrêmement importantes.
En fait, pour simplifier, ces animaux-là sont des machines à manger et à se reproduire. Contre ce prédateur sous-marin, Australiens et Japonais ont tout tenté, sans succès. Notre équipe franco-vanuataise, elle, a trouvé la solution miracle. Pascal, tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais? Ta préparation, ta recette, ta nouvelle recette. Ma recette de cuisine. Là, je suis en train de découper des citrons. On va récupérer leur jus, le filtrer et s'en servir pour l'injecter dans les acanthaster afin de les éliminer. Mais le combat est loin d'être gagné. Les acanthastères ne cessent de proliférer. Cette opération, il faudrait la répéter sur chaque bout de corail. Une mission titanesque. Dans ce décor brutal, les insulaires tiennent bon. Mais jusqu'à quand? La mer ne leur laisse aucun répit. Année après année, elle ne cesse de gagner du terrain. Éruptions, séismes. La nature redessine à l'envi ces morceaux de terre. Certaines îles s'enfoncent d'1 centimètre par an dans l'océan. Les insulaires sont désormais à la merci des assauts venus de la mer. Aujourd'hui, le voici aux côtés de l'un des chefs coutumiers du Vanuatu. Ce dernier veut lui montrer les ravages de l'érosion sur l'une des côtes les plus touchées de l'archipel. Regarde-moi ça. Il y avait du sable jusque-là. Ça ne fait même pas 6 mois. L'eau a rongé toute la côte. C'est catastrophique. Même ces arbres, ils n'ont pas résisté? Tous les arbres sont tombés. Le sable a disparu et ce n'est qu'un début. Tu vois le récif de l'autre côté? Bien, quand j'étais môme, je pouvais y aller à pied. Je jetais mon filet de pêche. Maintenant, l'eau a recouvert la zone sur plus de 100 mètres. Je t'avoue que je suis inquiet pour l'avenir. On ne sait pas jusqu'où la mer va aller. Pas très loin, c'est un autre naufrage, bien plus inquiétant, dont va être témoin Hilaire. Tu vois, encore c'est un rocher, mais c'est pas un rocher, c'est un tronc de cocotier. En 2007, toute cette partie qui est recouverte maintenant avec l'eau de mer, c'était une plantation de cocotiers. Maintenant, cette plantation est recouverte par l'eau de mer. Et si le niveau de la mer commence à affecter la plantation des cocotiers, les gens risquent de perdre leur source de revenus. Le réchauffement climatique amplifie la montée des eaux. Les Vanuatais sont les premiers réfugiés climatiques enregistrés par l'ONU. Des villages ont été évacués dès 2004. Dis-moi Dickinson, cette eau qui monte, cette érosion, ça change quoi pour toi dans ton quotidien? Tu sais, nos anciens, ils n'habitaient pas au bord de la mer. Ils vivaient sur les hauteurs de l'île, dans la forêt. Ce sont les missionnaires catholiques qui nous ont poussés à vivre au bord de l'eau. En nous éloignant de la forêt, ils pensaient nous couper de nos cultes traditionnels. Maintenant, les jeunes sont obligés de construire leur maison là où les anciens vivaient. Moi, je serai enterré ici. Mais mes enfants, eux, ils risquent de partir. Des îles qui s'enfoncent, des volcans en ébullition, un climat qui s'affole. Au cœur de ce désordre, le Vanuatu tente de maintenir le cap.
vulnérable, mais pas abattu. 5 semaines après le passage du cyclone, direction le nord de l'archipel, en compagnie de Pascal. Lui a retrouvé le sourire, car jour après jour, la végétation efface les blessures causées par le cyclone. Morning, Maureen. Ça va, Maureen? Eh, ça y est, ça prend forme. Ça y est, c'est bien. Petit à petit, allez, viens, on va voir tout ça. Super. Pascal milite pour un tourisme durable. Il conseille les Vanuatais et les aide dans leurs projets. Son travail est financé par le gouvernement australien. Et donc, tu fais la salle de bain derrière, hein, Maureen? La salle de bain sera là. Des parquets en bambou. Voilà, parfait. Parfait. Comme tu avais parlé, tu avais pris, pour ici, tu mets tout du bois, tu m'avais dit. Hein, oui. Ce qu'on avait prévu, c'est bien. Je suis content de pouvoir voir un petit peu que ça pousse. C'est bien et ça va dans le bon sens. Hein, ça va dans le bon sens. Le tourisme est capital pour le Vanuatu. Il représente la moitié des revenus du pays. Alors, chaque détail compte. Rappelle-toi, la dernière fois que je suis venu, je te disais que ce serait bien de mettre un miroir dans les chambres. Comme je sais que c'est pas évident d'en trouver ici, alors je t'en ai ramené un. Et ça, c'est un rideau de douche. Ok. Dans quelques jours, les bungalows seront prêts. Pascal, lui, va devoir maintenant dégager la route de la cascade, toujours inaccessible pour ses futurs visiteurs. Là, on arrive par là-haut et on descend tranquillement là-bas, on va marcher dans l'eau, dans le canyon. Donc là, tout en bas, il y a une cascade magnifique. Mais là, l'accès, j'y suis pas arrivé. Ça fait déjà un moment que je travaille, je suis toujours pas arrivé au bord de la rivière, donc il y a du boulot. Et là, je pensais pas que autant d'arbres allaient être cassés. Hein. Peu à peu sur l'archipel, la vie reprend ses droits. Les stigmates du cyclone disparaissent. Mais Atana, l'île où les destructions ont été les plus importantes, c'est une autre histoire qui s'écrit. Le provisoire est devenu la règle. La reconstruction tarde. L'école du petit village de Green Hill se fait désormais sous cet immense stand de l'UNICEF. Are you happy? Yeah! Are you happy? Yeah! Are you happy? À côté, la Croix-Rouge a installé son quartier général. On a reçu un peu d'argent pour la phase de la pré-urgence. Mais c'est pas beaucoup d'argent. David Bridier est le chef de la mission. Son rôle, anticiper et réduire les risques liés au changement climatique. En clair, il essaie, avec son équipe, de trouver des solutions pérennes en cas de nouveaux cataclysmes. Direction un village au nord de l'île. Comment les habitants ont-ils utilisé les produits de première urgence? Ont-ils servi? Des questions essentielles pour l'humanitaire. Il y a 200 personnes dans ce village. 200 personnes? Quarantaine de ménages, c'est ça? Oui. Bonjour. Ça va les enfants? Et là, c'est les bâches qu'on a distribuées, on voit bien là et là. Ils les ont mises, en fait, ils ont reconstruit rapidement en mixant avec du matériel traditionnel. Oui. Est-ce qu'ils utilisent le kit cuisine? Je peux le voir, le kit cuisine qu'ils utilisent ou pas? S'ils en ont reçu, évidemment.
Et le kit hygiène aussi, c'est possible. Ça, c'est de la marmite, mais il y a d'autres choses. Il y a des assiettes, des fourchettes, des couteaux, des verres. J'imagine que c'est avec les mamans dans la maison. Ils sont combien à manger là, ici là? Ils sont combien? Vous mangez, vous dormez là, hein? Ici, nous sommes 6 personnes. 6 people here. Pour s'éclairer, David leur a fourni une lampe solaire. C'est bien ou pas? Oui, c'est mieux. On n'a plus besoin besoin d'acheter des piles. Ça permet de voir ce qu'on a distribué, à quoi ça peut servir, comment les gens l'utilisent, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile. Pour les prochaines fois, ça nous permet de définir un peu si on doit améliorer nos kits, si on doit les adapter. Donc voilà, c'est utile. Puis ça permet de discuter avec les gens, de comprendre ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'ils attendent sur la prochaine phase, quoi. Mais un des grands enjeux pour lui, c'est la reconstruction. Combien de temps il faut pour reconstruire une maison comme ça? 3, voire même 4 jours. Ok, 3-4 jours. Mais est-ce que du coup, il construit différemment, sachant qu'il y a eu pas, mais qu'il y a eu beaucoup de vent, et se dire, est-ce que je dois construire plus solide? Les jeunes devraient tous construire comme ça, avec des piliers enfoncés d'au moins 1 mètre. Peut-être avec plus de lianes aussi. Mais face à des cyclones comme ça, c'est difficile. Mais ça, c'est solide, ça? Je vois qu'il y a des lanières quand même. Ils sont attachés ça parce que avec les clous... Ça s'arrache. Dès qu'il y a le vent qui s'engouffre, il soulève tout, il arrache. Enfin, ça s'arrache, quoi. Ça évite bien l'arrachement. Ok. Si les cyclones deviennent vraiment de plus en plus violents, même ces savoirs traditionnels risquent de ne pas être suffisants. Et donc ça, c'est notre travail, c'est comment on peut renforcer ces savoirs traditionnels avec un peu plus de technicité, mais pas quelque chose de trop lourd pour que les communautés puissent se l'approprier. C'est comment on va réussir à renforcer les habitats pour résister à des cyclones de plus en plus violents, ce qui est probable avec le changement climatique aujourd'hui. Et alors, juste une question à la maman, là. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, comment ça s'est passé? Si demain, il y a encore un cyclone, elle va aller à l'école ou elle va aller dans cette maison? Ah non, surtout pas. Je préfère rester dans ma maison. À l'école, tout s'est envolé. C'était trop dangereux. C'est très joli. Merci, chef. Ce jour-là, les villageois ont réservé une petite surprise à la Croix-Rouge pour le dernier jour de distribution de l'aide d'urgence. C'est touchant quand on voit l'accueil que les gens nous réservent, sachant qu'ils ont tout perdu. Pour la plupart, ils n'ont plus de maison, ils ont perdu la plupart des biens qu'ils avaient, ils n'ont plus de jardin. Et être capable de nous accueillir comme ça, de nous réserver des danses traditionnelles, des chants, avec toutes les communautés, c'est beaucoup d'émotions pour nous tous. David a prévu de rester plusieurs mois encore, avec pour objectif de bâtir un plan d'action pour anticiper le prochain cyclone. Nous repartons maintenant vers Effaté, l'île où habite Hilaire. Notre reporter enquête aujourd'hui sur les solutions pour résister au changement climatique. Ce matin, il est aux côtés de Vincent Lebeau, un éminent spécialiste de l'agriculture tropicale. Voici son laboratoire. Cet agronome expérimente ici le légume anticyclone.
Ça, c'est des hybrides de patates douces. Regarde les feuilles, il n'y a pratiquement pas de lésions. On n'a pas l'impression qu'il y a eu un cyclone de force 5 qui est passé ici. Et si tu regardes un peu au niveau du rendement, tu vois qu'elles commencent déjà à donner. Et après le cyclone, parce qu'elles ont été plantées juste avant le cyclone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la patate douce idéale. Ces recherches sur la patate douce ont porté leurs fruits. En revanche, pour l'igname, si cher à Hilaire, ça ne semble pas gagné. Actuellement, on a des hybrides d'igname pour résister à la sécheresse. Est-ce qu'un jour on peut arriver à faire des ignames qui vont résister au cyclone? Oui, c'est possible. On travaille là-dessus. Ce qu'on veut faire, c'est des ignames avec un port buissonnant, très petit, qui pourrait pousser sans être sur des tuteurs et qui ferait qu'il n'aurait pas du tout de prise au vent. Tout ça, c'est fait par amélioration dite conventionnelle. On ne fait pas d'OGM, on fait que des croisements pour essayer de trouver la perle rare. Est-ce que tu crois au réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est en cours. On sait qu'il va y avoir une augmentation de la température, mais on ne sait pas comment elle va se traduire. On ne sait pas si on va avoir plus de sécheresse, on ne sait pas si on va avoir plus de pluie. On risque peut-être d'avoir les deux la même année. Donc on est un peu embêté dans notre travail d'améliorateur parce qu'on ne sait pas quelle va être la tendance. Donc on est obligé d'anticiper en disant on va peut-être avoir un peu des deux, plus de pluie, plus de sécheresse, plus de phénomènes de type cyclonique violents. Et alors comment faire pour aider les agriculteurs? Le mieux, je pense, c'est de leur donner un maximum de diversité pour qu'ils aient le maximum d'outils dans leurs mains pour s'adapter eux-mêmes à tous ces changements. Bientôt, la patate douce imaginée par le scientifique sera proposée aux agriculteurs. Quant à l'igname anticyclone, il va falloir encore attendre. Plus de 2 mois après la catastrophe, à Port Vila, la capitale, les touristes sont de retour. Un appel d'air pour les habitants de l'archipel. Pascal, lui, ne pouvait manquer ce rendez-vous. On est tous très contents, soulagés. Ça a été dur, on a eu des moments, des semaines difficiles et donc là, c'est l'aboutissement. Et c'est important pour l'économie de tout le pays. We'll have a ticket, thank you. Are you Linda? Bonjour, vous êtes Linda? Oui, c'est moi. Bonjour, enchanté, moi c'est Pascal. Bienvenue au Vanuatu. Merci d'être là. Ah, c'est bien, je vois que vous avez pris vos maillots de bain. Pascal accueille un couple venu du Canada. Une visite de l'île avec en point d'orgue la fameuse cascade. Vous voyez, nous sommes ici dans cette lagune de Port Vila où vivent 45 000 personnes. Au fait, où y a-t-il encore des dégâts du cyclone? C'est surtout sur la côte est. Là-bas, c'était pire qu'à Port Vila. Bien sûr, nous avons eu beaucoup de dommages ici, et vous pourrez le voir surtout à l'arrière des fermes. Mais dans la ville, les gens ont travaillé très dur pour tout réparer, et vous ne verrez plus grand-chose. Direction l'est de l'île. Après 1 heure de route, la découverte du lieu est magique. La cascade de Loloima est enfin accessible. Pascal le sait, le Vanuatu et ses paysages hors du commun vont attirer à l'avenir de plus en plus de visiteurs. Il espère que ce tourisme, indispensable à la reconstruction du pays, restera à taille humaine. Quand je les amène ici, j'essaye toujours de faire passer un petit message. Il faut faire attention à ce que l'on fait parce que ça a des conséquences. Et les gens ont passé du bon temps et ils repartent un peu plus sensibles à notre environnement et concernés. Tout le monde est concerné.
Sylvain, de son côté, continue inlassablement à protéger les populations de l'archipel des risques d'éruption. Dans son combat, il peut compter sur ses collègues vanuatais. Alors regarde là, t'as vu? Waouh! Quant à Hilaire, à travers ses articles, il ne cesse d'alerter ses concitoyens sur les dangers du réchauffement climatique tout en ne baissant pas les bras. Sur la plage, il continue de planter avec les siens des palétuviers pour retarder la montée des eaux et préserver le plus longtemps possible son paradis en sursis.